Martin Fayulu, Mukwege et Matata Ponyo dénoncent la gouvernance de Félix Tshisekedi. Vous l'avez compris, nous parlons de la République démocratique du Congo. Ces trois personnalités congolaises, dont deux ont déjà déclaré leur candidature à la présidentielle de 2023, accusent le chef de l'État de déficit de leadership. La RDC est menacée d'émiettement, de balkanisation, et cette situation est le résultat d'un déficit criant de leadership et de gouvernance de la part d'un régime irresponsable et répressif. C'est ce qu'ont écrit donc ces trois personnalités dans une déclaration commune rendue publique le 26 décembre 2022. Martin Fayulu, rappelons-le, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, ainsi que Augustin Matata Ponyo, ancien premier ministre, aujourd'hui sénateur, et inquiété par la justice pour une affaire de détournement de fonds présumé, et le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Les deux premiers, rappelons-le, ont déjà annoncé leur candidature à la présidentielle de 2023 et il se murmure que le troisième pourrait aussi être un prétendant à la magistrature suprême contre Félix Tshisekedi. Que vous inspire cette déclaration en direction du président Tshisekedi? C'est la grande question que l'on vous pose ce soir et l'on en parle dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa. Eh bien, vous nous recevez chez vous sur la 96.3 FM pour ceux qui sont donc à Douala et ses environs, c'est la radio. Il y a également le satellite Eutelsat qui vous permet de nous suivre sur vos petits écrans. Il y a aussi Facebook et YouTube pour les internautes, sans oublier l'application de Foyo Média sur Play Store. Allez-y, téléchargez et tout cela nous honore. Ce soir, nous parlons de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu, Mukwege et Matata Ponyo qui dénoncent la gouvernance de Tshisekedi. Et parmi eux, il faut bien le rappeler, il y a déjà deux candidats déclarés pour la présidentielle de 2023. Que vous inspirent ces dénonciations vis-à-vis du président Tshisekedi? C'est la question que l'on vous pose ce soir. Pour en parler, nous sommes avec notre consultant permanent, Jonathan Batengene. Il est là, l'inamovible Joe. Bonsoir Joe. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous les panafricanistes convaincus, convaincants, tous ceux-là grâce à qui ce combat prend la dimension concrète du terrain et qui le rendent vivant, grâce à qui surtout nous engrangeons des succès, nous leur disons merci, merci. Toute la diaspora qui de plus en plus se mobilise et s'organise pour que le combat prenne une autre dimension de l'autre côté de l'océan et de la mer Méditerranée. Nous leur disons que nous attendons encore beaucoup d'eux. Nous voulons voir sur le terrain de l'Occident se former une masse critique assez pertinente qui pourra inverser la balance et travailler surtout dans le domaine de l'intelligence économique, l'intelligence scientifique et l'intelligence stratégique, afin que nos pays aient toujours une longueur d'avance et que nos pays se dotent finalement de compétences et Et pourquoi pas l'intelligence dans le spatial, comme le réclamait d'ailleurs... Nous savons qu'à ce domaine, Bachir, nous avons discuté dernièrement avec une élite camerounaise qui est très avancée, qui a coopéré sur le projet de la navette spatiale chinoise et qui nous faisait des confidences sur ce qu'est aujourd'hui la diaspora africaine. Nous savons qu'un projet spatial africain est possible. C'est quelque chose qui ne nous demandera pas 3 ans, même pas 2 ans, parce que cette diaspora a déjà réfléchi à cela. Nous leur disons, soyez un peu plus patients, nous allons tous réaliser cela. Le bon cantique de l'Afrique arrive. Le développement de l'Afrique ne prendra pas 20 ans. Les nations du monde seront surprises par ce que l'Afrique réalisera en seulement 10 ans. Moins de... C'est seulement une génération. Nous n'allons pas prendre 2 générations pour réaliser votre cela. ami Pulchéri Ballet. Et vous avez su, Bachir, d'abord, on salue les forces de défense et de sécurité parce que
c'est grâce à l'engagement de tous ces soldats-là que nous pouvons avoir des plateaux comme ça, oui, et que dans les villes africaines, on peut encore respirer, parce que le projet occidental, c'était de créer le chaos en Afrique. Et grâce à ces forces de sécurité, nous sommes là. Nous leur disons merci à tous ceux qui s'engagent dans les forces de sécurité pour la sécurité de tous les biens et personnes en Afrique. Et notre sœur Edith Puchéry Ballet, vraiment grande sœur, chérie Coco, maman, te disons courage, courage. Tu n'as pas commis de crime. Le dictateur des sports sanguinaires d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, te retient parce que tu as découvert la vérité. Et la vérité, au lieu de le libérer, elle le rend captif parce qu'il est un esclave du mensonge. Il est un acteur du mensonge. Il utilise le passeport ivoirien pour couvrir les mercenaires français. C'est indigne d'un président. C'est ridicule pour un président. Il ne défend pas la Côte d'Ivoire comme il a prêté serment sur la Constitution. Il est donc un imposteur à la tête de la Côte d'Ivoire. Et la forfaiture contre toi est une preuve de plus qui parle contre lui. Nous te disons courage, courage. Toute l'Afrique est avec toi, tous les panafricanistes sont avec toi. Tu seras bientôt libre comme ton pays, comme ton peuple, la Côte d'Ivoire. L'Afrique, et surtout bonsoir à notre frère que vous allez présenter tout à l'heure. Tout à l'heure, on va le présenter naturellement dès que la technique nous dira que tout est OK du côté de Bruxelles. Il s'agit de Luc Michel, notre géopoliticien attitré, et qui en ce moment est en train de donner aussi de son intelligence sur d'autres plateaux. Il est très engagé, on le sait, le panafricaniste blanc, comme l'ont surnommé d'ailleurs les téléspectateurs de Foyo Média Africa. En attendant, Jonathan Batengene, la RDC nous intéresse aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne l'aborde pas sous le prisme de la crise, la guerre à l'Est. Je sais que ça entrera dans vos analyses certainement, mais là c'est un aspect purement politique. Des hommes politiques comme Martin Fayulu, le prix Nobel de la paix Mukwege et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui finalement ont fait une déclaration commune dans laquelle ils dénoncent la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Quelle lecture? Fayulu qui dénonce la gouvernance de Tshisekedi. Oui. Quelqu'un qui est allé à la réunion qu'a organisé la CIA en Belgique pour placer Tshisekedi à la tête de leur coalition. Oui, mais il faut bien dire qu'il y a quand même un passif entre eux, un contentieux, puisque Fayulu, il n'a jamais pardonné à Félix Tshisekedi à un moment donné de s'être un tout petit peu rapproché, si on le veut bien, du camp Kabila. De s'être émancipé de lui. C'est seulement ça qu'il lui reproche. Parce qu'il croyait que dans la configuration qui était proposée, il serait une sorte de mentor pour Tshisekedi. Il savait que Tshisekedi n'avait pas d'expérience politique, oui. Il n'avait pas d'actif politique, il n'avait pratiquement pas dans son CV politique d'éléments qui parlaient en sa faveur. Il se disait, même si la CIA le place et que je suis là, je serai au moins Premier ministre et j'allais jouer le rôle de mentor. C'est tout ce que Fayulu se sent simplement trahi. D'ailleurs, quand vous voyez dans les manœuvres de Fayulu, qu'est-ce qu'il fait? Il rend beaucoup plus visite aux dirigeants occidentaux. Il était aux États-Unis il y a peu de temps. Oui. Il était en France pendant qu'il y a la guerre en RDC. Il était en France, il part à Sorbonne, il part voir Macron. En fait, il se balade là-bas, il fait des déclarations choc. C'est un peu comme si votre pays est en guerre, on vous voit votre maison en train de prendre feu, on vous voit chez les voisins en train de vous balader et dire je cherche des renforts pour venir sécuriser la maison, alors qu'on vous attend pour remettre la main à la pâte et éteindre le feu. Donc c'est pas du tout un homme pertinent, c'est un homme lige de plus, c'est un endocolon, c'est un larbin du système international. Matata, c'est un autre profil, certainement ancien aussi... Premier ministre, aujourd'hui sénateur. Oui, c'est certainement un homme qui pense à ce qui se voit désormais émerger. Nous n'avons pas trop creusé sur ses actifs politiques ou sur son passif politique. Certainement, on en saura davantage avec lui, Michel, tout à l'heure. Mais on sait qu'il est sous l'effet d'une enquête. Il y a une procédure judiciaire qui pèse contre lui. Pour malversation financière. Pour malversation financière. C'est quelqu'un qui a des liens avec les réseaux, certains réseaux financiers. Donc, il a certainement envie de se mettre dans la course. C'est tout à son honneur, peut-être tout à l'honneur de sa carrière. On va voir qu'est-ce qui l'anime véritablement. Est-ce qu'il est simplement un cheval de Troie ou bien est-ce qu'il est
un véritable acteur qui se dessine pour la succession de Tshisekedi. Et puis, il y a Mukwege. Mukwege, oui, le prix Nobel de la paix, 2018. Prix Nobel de la paix. Oui. J'ai envie de dire, malheureusement, qu'il ne reflète pas le Nobel. Il n'est pas noble. Mukwege, il est membre d'une ONG. Il était membre du conseil d'administration d'une ONG. C'est quoi? C'est Stop Impunity. C'est quelque chose. En Europe, là, cette ONG... on a arrêté la présidente il y a quelques jours. La présidente, c'est cette vice-présidente de l'Union européenne là. On l'a arrêtée. Elle-même, elle est empêtrée dans des scandales de corruption. Et il semblerait, selon les renseignements européens, il semblerait que le conseil d'administration a reçu des pots de vin dans des différentes affaires les concernant. Donc, et puis, Mukwege, quand vous l'écoutez, il n'est pas très incisif sur les sujets de souveraineté, Oui, mais aussi très incisif quand même dans le domaine qui est le sien, la médecine. C'est quand même ce gynécologue qui a reparé les femmes violées, etc., etc. Bachir, à ce niveau, les Nobel posent un gros problème, un gros problème. Quand vous regardez que Barack Obama, criminel de guerre, est Nobel, vous vous posez bien des questions, ce qu'on appelle le prix Nobel de la paix. Vous voyez qu'ils ont donné le prix Nobel à Zelensky. Non, c'est lui, il a été prix Nobel. Zelensky, quelqu'un qui sacrifie tout son peuple. Vous posez bien des questions, ce qu'on appelle prix Nobel de la paix. Bon, si je m'en tiens aussi à ce que dit le professeur Mbelek, il rappelle toujours que les prix Nobel dans le domaine des sciences, surtout de la mathématique, de la physique, les prix Nobel ne sont pas forcément des personnes qui ont eu des travaux révolutionnaires. C'est parfois des plagiaires, parfois des individus qui ont simplement produit quelque chose de secondaire, mais à qui on apportait une récompense politique. Donc, vous regardez qu'au Congo, il y a eu un jeune médecin qui s'est battu contre la véritable faucheuse en RDC, le paludisme, a permis de résorber l'impact du paludisme dans la population locale, a trouvé une solution qui marche aujourd'hui à l'international. J'ai vu ce documentaire de journalistes français qui rapportait son expérience avec l'artémisia et qui montrait que même les remèdes, les médicaments qu'il avait consommés qui étaient d'origine chinoise avaient été réalisés à partir de molécules d'artémisia. Et il montrait que c'est les molécules actives de l'artémisia qui sont les plus efficaces pour lutter contre la malaria. Vous avez un jeune médecin qui a travaillé sur ces questions-là, qui a eu des résultats sur le terrain. Et quand on sait que la maladie la plus prégnante en Afrique, c'est la malaria, c'est la plus grande faucheuse en Afrique, pourquoi on irait donner le prix Nobel? On ne va pas grader le mal, mais pourquoi on irait donner le prix Nobel à quelqu'un qui s'est occupé simplement des affaires de viol? Donc vous posez bien des questions. Quelqu'un qui a un plus grand impact sur le continent n'a pas le prix Nobel. C'est quelqu'un qui a un impact résiduel qui a le prix Nobel. Donc vous rendez compte qu'il y a quand même anguille sous roche. Alors, tous ces hommes face à Tshisekedi? Face à Tshisekedi, ce n'est pas, on ne sort pas de l'ornière, on reste dans la cuisine interne de la CIA. La CIA veut certainement nous proposer entre le choléra et la peste et dire aux Congolais, vous n'aurez qu'un seul choix à faire, soit le choléra, soit la peste. De toutes les manières, c'est un suicide collectif qui vous attend. Donc, c'est au peuple congolais de réaliser un sursaut d'orgueil et de rappeler le président Kabila. Nous le disons toujours. C'est le président Kabila aujourd'hui qui se propose comme étant l'homme de la situation. Donc jusqu'ici, il faut rappeler qu'il n'a pas déclaré de candidature. Son parti également, aucun candidat pour le moment. C'est le peuple qui doit manifester cette envie. On a vu à Goma comment les populations de Goma se sont levées, ont commencé à demander le retour de Kabila. On a vu au mois d'octobre des personnes ont commencé à poser des affiches de Kabila un peu partout à Kinshasa et dans d'autres grandes villes. C'est des signaux forts qui ne devraient pas être pris à la légère. Il faut que le peuple sorte dans la rue
et demande le retour de Kabila. Nous savons qu'il a aussi un passif qui est assez inquiétant avec les populations congolaises. Il y a, dans sa politique sécuritaire, il y a eu des moments assez difficiles, mais parfois pour lutter contre l'insécurité, on adopte des postures assez dures et malheureusement, ça fait ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Donc, il y a cet élément qui certainement va jouer pour beaucoup dans le retour de Kabila. Mais quand les populations vont mettre sur la balance les acquis sous son régime, c'est-à-dire le musellement et la neutralisation des groupes rebelles à partir de 2004 jusqu'à 2013 avec le dernier grand groupe rebelle M23, nous pensons que les populations vont comprendre qu'il y a quand même quelque chose à tirer de bon de M. Kabila. Et pour nous, nous pensons que pour l'instant, en termes de priorité, c'est la sécurité au Congo. Et cette sécurité-là, l'homme qui maîtrisait les mécanismes, les rouages de la sécurisation du pays, c'est Kabila. Il avait d'ailleurs un ensemble de partenaires stratégiques qu'il avait commencé à contacter. Ces partenaires stratégiques sont toujours là. Les Russes, par exemple, ils ont manifesté leur volonté de travailler avec les autorités congolaises. Les Chinois, ils ne manquent pas d'apporter leur soutien aux autorités même de Tshisekedi, de Kinshasa actuel, c'est-à-dire le gouvernement Tshisekedi. Ils sont toujours là, ces partenaires, ils sont prêts à accompagner. Puis il y a d'autres partenaires qui aujourd'hui ont de l'expérience, ont l'expertise en matière de sécurisation. Nous avons le champion du monde de fabrication de missiles et de drones, très bon marché, c'est l'Iran. Aujourd'hui, le gouvernement de Tshisekedi n'a pas exploité la piste des armes, des missiles et des drones iraniens. Vous avez les Shahed 136 qui sont assez efficaces. On a vu comment ils sont redoutés, combien ils sont redoutables sur le territoire ukrainien. On les avait déjà vus sur le territoire de l'Arabie Saoudite avec les rebelles Houthis. Donc, ces drones-là, pourquoi l'armée congolaise ne pourrait pas s'en doter? Surtout que c'est des drones, d'après les renseignements, qui ne coûtent que 20 000 $. Donc, c'est relativement abordable pour un pays comme le Congo. Il pourrait en acquérir une centaine, vu ses capacités budgétaires, il pourrait en acquérir une centaine, voire même 2 centaines pour faire face au péril du M23 et détruire l'armada l'armada stratégique dont se dote le M23 pour pilonner des villes à près de 30 km. Il faut dire que quand on entend que le M23 pilonne des villes à près de 30 km, ça veut dire que le M23 utilise quand même des mortiers de génération très avancée. C'est des mortiers on y reviendra, Jonathan, qui ne se retrouvent pas généralement chez des armées non étatiques. Très bien, merci Joe. Allons retrouver donc Luc Michel en direct de Bruxelles. Luc, bonsoir, merci d'être avec nous dans le cadre de cette édition. Et on en parlait à l'entame, Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Matata Ponyo. Ces trois se sont mis ensemble pour dénoncer la gouvernance de Félix Tshisekedi, qu'ils accusent de vouloir balkaniser, émietter la République démocratique du Congo, entre autres. Alors, on n'a pas le retour de Luc Michel sur le plateau. Luc, je crois que votre micro, il est coupé. Essayez de voir. Voilà, mon micro est rétabli. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Voilà. Bonsoir Bachir, bonsoir à Jonathan, bonsoir à tous les spectateurs. Il faut savoir que la politique congolaise, c'est un grand théâtre qui a été privatisé par les Américains. Le contentieux entre le Rwanda, la RDC et le M23, c'est un théâtre américain. Et aujourd'hui, les Américains ont la volonté de faire des prochaines élections présidentielles congolaises un théâtre américain et d'empêcher le retour aux affaires de Kabila. Kabila est en train de faire son grand retour. Il est en train de restructurer son parti, le PPRD, et sa coalition électorale, le FCC, et la sœur jumelle de Kabila, Jeannette Kabila, qui est députée dans le Parlement régional, qu'on appelle le Parlement panafricain. C'est un Parlement interrégional, a tenu un grand discours de rentrée kabiliste. Dès lors, les Américains
mettent en place leur pion pour que l'élection soit volée à Kabila. Qui sait, tout d'abord, Tshisekedi, c'est un agent américain, employé de l'Atlantic Council. Qui sait, Fayoulou, c'est un employé du State Department qui avait été choisi par les Américains et les multinationales américaines pour être le candidat unique de l'opposition. Qui c'est Katumbi? C'est un autre employé de l'Atlantic Council. C'est l'associé du général Jones, qui est un dirigeant de l'Atlantic Council et qui dirige la firme de mercenaires, le Jones International Group, qui apporte des mercenaires au Congo. Enfin, qui est Mukwege? Mukwege, c'est l'homme des réseaux. Soros, c'est un ami personnel de George Soros. Qui sait, évidemment, le prix Nobel? Nobel, c'était un marchand de pétrole dans Bakou, en Azerbaïdjan aujourd'hui, mais qui à l'époque appartenait à l'Empire russe. C'était aussi un marchand d'armes. Le fondateur du prix Nobel de la paix, c'est l'inventeur de la dynamite, et c'est lui qui a permis les grands massacres dans toutes les guerres du 21e et du 20e siècle. Nobel, c'est une imposture, et évidemment, les prix Nobel de la paix, ils sont au service de l'impérialisme américain. Dès lors, il n'y a rien à attendre de ces gens. Il s'agit d'organiser un théâtre et d'opposer des hommes de paille face à Tshisekedi pour faire mettre que le prochain président congolais, que ce soit Tshisekedi, Katumbi, Mukwege ou un autre combat, ce soit un agent des Américains et pas Kabila. Il faut donc mettre un terme à cette imposture. Ce qui s'est passé aux dernières élections, c'est que Kabila s'est fait piéger, y compris par des panafricanistes qui se sont entremis entre Kabila et Tshisekedi. À l'époque, j'ai dénoncé Tshisekedi. J'ai dit qu'il n'y avait rien à attendre de cet agent triple du Quai d'Orsay, de la France africaine à belge et du State Department américain. Malheureusement, au Cameroun notamment, il y a des soi-disant panafricanistes qui ont permis l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi et la confiscation du pouvoir au Congo. Nous n'avons rien entendu de Tshisekedi. Tout doit être mis. Nous sommes mobilisés derrière Kabila. Luc Michel? J'ai terminé, ma chère. Oui, alors je dis, si je vous ai très bien compris, nous sommes là face à une sorte de front contre Kabila, et ce ne serait qu'un jeu, sortir dénoncer la gouvernance de Tshisekedi comme ils le font ainsi? Écoutez, il faut aller, comme moi je le fais, sur les forums congolais. J'anime d'ailleurs le forum Info Grand Lac où il y a beaucoup de Congolais. Il y a des diplomates congolais comme notre ami Robert Bello. Tous évidemment dénoncent la comédie américaine dans le cadre du contentieux entre le Rwanda et la RDC et dans le cadre de la manipulation des élections. C'est du théâtre, c'est de la manipulation. On prend les Congolais comme des imbéciles. Il faut reconnaître que ça a marché en 2014, ça a marché en 2018, mais aujourd'hui, je pense que beaucoup de Congolais ont compris. Très bien. Jonathan Batengene, visiblement vous êtes sur la même longueur d'onde que Luc Michel. Il s'agit tout simplement d'un jeu de siège pour empêcher la candidature de Kabila ou l'empêcher d'arriver aux affaires? Tout à fait. En fait, de distraire l'opinion et mettre l'opinion dans une attente stérile. Leur faire croire qu'il y a un homme providentiel qui sortirait de ces lampions, de ces larbins de l'espérance, en étant de l'autre, qui ne sont en fait que le reflet de l'impérialisme occidental sur le territoire du Congo, de la RDC. Et ces acteurs, tous ces acteurs qui jouent à ce jeu, le font à dessein. Nous avons pris un peu la trajectoire ces derniers mois de Fayoulou.
Fayulu, il a passé son temps à Paris. Paris, Bruxelles, Paris, Bruxelles, Paris, Bruxelles, Washington. Quel est cet homme qui, préparant sa campagne dans un pays en guerre, ne passe son temps qu'à l'étranger à discuter avec les Occidentaux? Cherche-t-il l'onction, la bénédiction de ces pays? C'est effectivement ce qu'il a. Mais est-ce que ce ne serait pas dans ce cas de la réelle politique, puisqu'il sait que ces Occidentaux, ils ont quand même une main mise sur tout ce qui se passe au Congo? C'est bien parce que Bachir, c'est même ça. C'est bien d'appeler ça la réelle politique. Mais c'est la réelle politique dans quoi? Dans quel paradigme? Il veut arriver aux affaires. Oui, réelle politique dans le paradigme néocolonial. C'est-à-dire que vous êtes d'accord déjà sur un élément. C'est que nous sommes une néocolonie. Oui. Et en tant que tel, nos populations ne sont pas les électeurs véritables. C'est les vrais électeurs, c'est les grands électeurs occidentaux, les chefs d'État occidentaux. Donc, ce que Fayulu a fait, c'est aller encore reconnaître que le pays dont il prétend vouloir être le dirigeant, n'a en fait qu'une petite sous-préfecture, soit de Paris, de Washington. C'est ça, c'est ce qu'il a fait. Et il veut reproduire les attitudes d'un sous-préfet à la Mobutu sur le territoire du Congo. Et il se dit que simplement le sous-préfet qui est là, Tshisekedi, ce n'est pas le bon sous-préfet. Peut-être même que là-bas, il dit, vous voyez, il garde votre nom. Il n'est pas en train de faire ce que vous lui demandez. Donc, il est dans une opération où vous sentez qu'il n'a aucune aspiration à la sauvegarde, de faire accéder le Congo à la pleine souveraineté nationale et de jouir souverainement des biens de son territoire et d'apporter aux Congolais la prospérité qu'ils méritent. Ce qui est en contradiction avec les aspirations d'un véritable chef d'État et d'un souverain. Quand vous regardez tout ce qu'a fait Kabila, Kabila a passé son temps à vouloir donner au Congo toute son indépendance. Kabila, il a trouvé un pays qui était meurtri entre groupes armés. Il y avait Jean-Pierre Bemba qui était là en train avec son MLDC et toute sa clique, toujours soutenu par l'extérieur. Il y avait les différents groupes rebelles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé une grande offensive des forces armées de RDC qui a été concluante et a permis d'aboutir à des accords qui ont facilité la réintégration de beaucoup d'anciens rebelles. C'est comme ça que les Jean-Pierre Bemba ont arrêté la rébellion et ont décidé de revenir. D'ailleurs, pour sauver la face, les Occidentaux ont immédiatement proposé de faire semblant de juger Jean-Pierre Bemba. Il y a eu un mandat d'arrêt, il y a eu un ensemble. C'était juste pour sauver la face. Quand vous regardez également ce qui s'est passé avec le M23 en 2013, avant que de signer les accords de Nairobi, le président Kabila avait d'abord mis... affaibli. Il avait affaibli, il a défait le M23 militairement. Et il leur a permis d'avoir une porte de sortie honorable. Ce qui a fait que les M23, quand ils sont allés à Nairobi, ils n'étaient plus arrogants comme on les voit ces derniers temps. Ils étaient devenus beaucoup plus humbles et plus dociles, prêts à accepter les conditions de l'État du Congo. Mais les États-Unis qui avaient senti que c'était un souverainiste. En 2015, quand le président Kabila lance l'offensive contre les FDLR parce qu'il veut véritablement faire appliquer le processus de Luanda, qui prévoyait que tous les groupes armés quittent le territoire du Congo. Donc, il s'apprêtait à attaquer les FDLR et ensuite les ADF. Qu'est-ce qui s'est passé? La communauté internationale a senti que tous les leviers de pression sur le Congo et donc les hypothèques sur la souveraineté du Congo étaient en train d'être balayés. Ils se sont dit, il faut enlever ce chef d'État. C'est comme ça qu'ils ont lancé tout ce grand scandale qui est passé par les petits-fils de Lumumba et qui a frappé le président Kabila. Maintenant, avec toute cette clique de pantins qui arrivent sur le plan politique et qui tiennent un discours entre guillemets subversif vis-à-vis de Tshisekedi, mais en fait c'est une critique stérile parce que cette critique ne dépasse pas le niveau de servitude de Tshisekedi. C'est une critique qui est domestiquée parce qu'elle reste dans le sillage de la néocolonie. C'est une critique qui vise à davantage servir le Congo comme un gâteau sur un plat à tous ces prédateurs internationaux. Donc, ces acteurs qui arrivent,
ils ont pour but de donner l'impression de façade d'une démocratie plurielle, de la contradiction avec le pouvoir en place et à la fin de produire les alternances stériles qu'on a observées dans des pays comme le Sénégal, le Ghana. Vous avez vu le Ghana ces derniers temps avec une croissance, on présentait l'économie à croissance la plus rapide du monde. Et puis tout ça s'est effondré comme un château de cartes, rien qu'avec, disent-ils, la Covid-19. Donc c'est ça, on veut nous proposer le visage d'une démocratie de façade, mais au fond, d'une néocolonie qui fonctionne très bien, où le deal de prédation est acté et consenti par tous les acteurs politiques. Donc, c'est ce qui est en cours, c'est pourquoi on actionne des hommes comme M. Mukwege. J'ai bien pris le temps d'expliquer. Mukwege, au-delà de son prix Nobel qui reste douteux, vous avez les scandales de corruption dans lesquels il est actuellement empêtré. Le scandale contre la dame de l'Union européenne, là, normalement, il aurait dû être interpellé pour répondre des fonds qui ont été alloués à chaque acteur dans cette ONG. Il était quand même content de la gestion de cette ONG. Et d'ailleurs, j'aurais appris par une députée française, Madame Manon, que les Mukwege, leur ONG n'était pas... Il y a un critère de transparence, voilà, un critère de transparence. Il n'y avait pas un label, ils n'ont pas respecté le critère de transparence. Ça veut dire que leur fonds n'était pas audité. Comment lui, il a été il a été dans le conseil d'administration d'une ONG dont les fonds n'étaient pas audités. Aujourd'hui, on a arrêté leur présidente de conseil d'administration et lui, il est là, il revient donner les leçons de bonne gouvernance à Tshisekedi. Donc, c'est des individus qui sont eux-mêmes reprochables, qui ne sont pas forcément des exemples. Pour Moïse Katumbi, j'ai toujours ce bel exemple. Les rebelles attaquent au mois d'août. Les rebelles attaquent l'armée congolaise. Ils tuent 2 militaires. L'armée congolaise, en riposte, tue 6 rebelles. Katumbi prend la parole et dit que si la violence reprend dans le Katanga, ce sera à cause de l'armée congolaise. Vous y comprenez quoi? Un gouverneur qui vient défendre les rebelles dans les médias, mais ça sort de Mars. Donc, c'est des postures qui montrent que vous n'avez pas des gens qui se battent pour le Congo. Ils se battent pour d'autres intérêts et c'est ces intérêts qu'ils veulent préserver. Et tout ceci, c'est qu'ils veulent à tout prix monopoliser l'espace public, monopoliser le débat public pour empêcher qu'émerge une figure, et la véritable figure d'alternance, la véritable figure de changement, la véritable figure de rupture, c'est celle de Kabila. Il faut monopoliser le débat public, donc adresser déjà les sujets qui fâchent, donner l'impression que sur les sujets qui fâchent, il y a des interlocuteurs crédibles et que ces interlocuteurs crédibles sont des gens qui ont une certaine capacité à porter le débat, à changer, à apporter un changement pour la nation. Alors que tout ceci est faux. C'est une théâtralisation, effectivement, Luc Michel a raison, c'est une théâtralisation de la vie politique orchestrée par les forces prédatrices des États-Unis et fait à dessein pour que la classe politique congolaise se sente happée dans les nasses du néocolonialisme. Merci Jonathan Batengene. Luc Michel, je reviens à vous et on affiche les numéros pour nos téléspectateurs, ceux qui ont un mot à dire sur notre thématique que vous inspire justement ce front qui est dressé visiblement contre la gouvernance de Tshisekedi. Mais selon nos analystes, il s'agirait en fait d'essayer de faire une barrière à la candidature, à l'éventuelle candidature de Joseph Kabila. Luc Michel. Alors, Matata Ponyo, Mukwege et bien sûr Fayoulou, les trois dénoncent quand même la balkanisation et l'émiettement de la RDC. C'est un sujet sur lequel d'ailleurs vous avez beaucoup excellé. N'y aurait-il pas comment dire cela, de la sincérité dans leurs propos? Tout d'abord, je vais sonder le cas et le dossier du docteur Mukwege. Mukwege, donc, il est administrateur d'une ONG dans lequel il y a des députés européens. La députée européenne Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, est en prison en Belgique. Elle a été arrêtée dans une affaire de corruption avec le Qatar. Lors de perquisitions, on a trouvé chez elle et chez 2 autres députés européens italiens 1,5 million en billets d'euros.
Elle a déclaré qu'elle ne savait pas que cet argent se trouvait chez elle et qu'elle ne connaissait pas sa provenance. Maintenant, la justice belge enquête sur une affaire similaire avec les mêmes vis-à-vis du Maroc sur la question du Sahara espagnol. Il faut comprendre quelque chose. Kabila, c'est l'homme de l'indépendance du Congo. Il a édicté le code minier qui arrache la propriété du sol congolais aux multinationales, taxe celle-ci et limite la nocivité de celle-ci. Kabila a neutralisé le code minier de Kabila. Tshisekedi a neutralisé le code minier de Kabila. Il y a quelques jours, il est allé signer un accord avec la Tanzanie et avec les multinationales minières américaines, dont Glencore, la multinationale qui avait désigné le candidat unique Fayulu de l'opposition en 2018 et qui a décidé que ces multinationales américaines allaient avec la Tanzanie et le Congo gérer seules les mines de cuivre qui sont la principale richesse du Congo et qui sont aujourd'hui une matière stratégique. Voilà ce qu'il faut comprendre. D'un côté, il y a l'indépendance du Congo avec Kabila. De l'autre côté, il y a des salopards qui vendent leur pays. Des salopards, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Parlant du chef d'État du Nicaragua, le trafiquant de drogue, le général Noriega, Kissinger a dit « Noriega est un salopard, mais c'est notre salopard ». Il faut savoir que les Américains aujourd'hui, au Congo, ça leur rapporte peu. Quel salopard sera le prochain président? Tshisekedi, Fayulu, Katumbi, Mukwege ou un autre salopard, peu importe du moment que c'est un salopard qui appartient aux Américains. Lors de la dernière présidentielle en Centrafrique, le Quai d'Orsay disait « Tout sauf Touadéra ». Aujourd'hui, le chef département nous dit « Tout sauf Kabila ». Aujourd'hui, nous sommes avec Kabila, comme nous avons été avec Touadéra. J'ai soutenu entre 2015 et 2018, à bout de bras Kabila. Malheureusement, les manœuvres de faux panafricanistes, notamment au Cameroun, n'ont pas permis à Kabila de conserver le pouvoir. Aujourd'hui, il faut absolument que celui-ci revienne vite et bien. Reviennent vite et bien, en tout cas c'est ce que nous dit Luc Michel. Delgado Andy nous a écrit depuis la RDC, puisque faut bien rappeler nous sommes très suivis de ce côté-là. Il nous dit ses opposants veulent seulement la présidence sans passer par la mairie ou la députation. Et quand ils ratent la présidence, ils refusent que leurs alliés se présentent pour les mairies et les députations. C'est donc le message de Delgado Andy. Ils sont nombreux à nous écrire. Delgado qui rajoute d'ailleurs que Katumbi ne doit plus être candidat en RDC. C'est un pion de l'Occident. Katumbi reste ou en Occident 12 mois sur les 12 et veut diriger la RDC. Et Ousmane Tamou de dire malheureusement la grande majorité des politiques congolaises n'ont aucun amour de leur pays. Ils sont tous corrompus. C'est Ousmane Tamou qui nous envoie ce message. Nous ouvrons le standard, je le rappelais tout à l'heure, donc à tout moment vous pouvez interréagir. Jonathan Batengene, que peuvent ces trois personnalités? D'accord, Jean Saponou est d'abord en ligne. On va d'abord le prendre et on revient. Jean, bonsoir. Bonjour Bachir. Bonjour. Bonjour aux techniciens. Bonjour à vos invités, Jonathan et Luc Michel. Bonjour à tous ceux qui écoutent l'émission. Bonjour à l'Afrique. Bonjour à la jeunesse africaine. Bonjour aux Congolais de la RDC. Bachir, Étienne Tshisekedi, père de Félix Tshisekedi, nous savons ce que ce Étienne Tshisekedi a fait. Lui aussi a participé à l'assassinat de Patrick Lumumba. Son fils, qu'est-ce qu'il peut faire de bon au Congo? Serait-il un patriote? Il serait dans l'idéologie de son papa. Donc, il n'était pas l'Occident, je vais carrément mourir là-bas, rester là-bas. Voilà les niaiseries dans lesquelles les Africains souffrent, pensant seulement à leur intérêt personnel. Qui appelle Fayulu, qui appelle Mukenge, Pogno. Voilà des gens qui tendent vers qui sont vieux, mais qui jusqu'ici n'arrivent pas à faire un résumé
sur scène pour dire, mais dis donc, notre pays, comment est-ce que nous allons, quel pays allons-nous léguer à nos enfants? Ils continuent toujours de jouer au jeu de l'Occident. Ils s'en vont s'asseoir. Mais c'est tout ce que vous venez de citer. Ce Mukwege dont vous parlez là, vous vous souvenez de Ahmed, le président éthiopien, lui aussi avait reçu le prix Nobel. Et quand la guerre a commencé entre lui et entre l'Éthiopie et le Tigré, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépassé de toutes ces influences-là pour faire face à cette mascarade des États-Unis pour refuser. C'est comme ça. Les prix Nobel ne sont pas des prix qu'on donne, c'est des choses pour museler, pour vous utiliser, Bassi. L'argent, c'est pour vous utiliser. C'est pour vous. Donc, celui-là, c'est des gens qui ne pensent pas à leur pays. C'est des orgueilleux. C'est des orgueilleux. Ils font du mal à la terre qui a vu leur naissance. Au lieu de la défendre contre les Occidentaux, non, il la livre à l'Occident, pensant gagner quelque chose. On n'a pas besoin de ceux-là aujourd'hui. Sincèrement, c'est des vieux crabes, vipères, qui vont payer le prix certainement, Bachir. Parce que il faut tout pour laisser à la génération à venir un pays déchiré, un pays problématique. Mais Bachir, nous allons au-delà de cette vision. Parce que nous croyons en ce créateur qui a voulu que nous soyons sur ces lieux. Alors, il l'organisera et nous sommes en marche vers cette libération. Il fera tout pour que l'ennemi soit affaibli, pour que même les traîtres se convertissent ou bien disparaissent. Je dis souvent que ces traîtres-là vont payer le prix. Il ne faut pas échapper. Je l'avais dit, il y a de cela, depuis 2010, j'avais écrit à Radio Vatican en français que si ces Français, ces médias mentent et puis ils viennent encore sur une radio, soi-disant chrétienne, et qu'ils mentent encore là-bas, mais lui n'échappera à la justice divine. Effectivement, c'est une réalité. Il vaut mieux que les Africains choisissent la part dure qui donne la vraie libération que de choisir la part facile qui amène au major pour manger et c'est fini. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont diriger leur pays. Non! Il faut toujours ramer contre vents et marées pour libérer son pays. C'est là l'objectif que nous visons aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour que les enfants qui vont venir soient responsables, soient des humains décideurs de leur avenir et non liés à l'Occident qui les manipule, qui les appelle à la table comme un maître qui enseigne ses élèves et ils viennent dans leur pays faire ces manigances. Non, rien de bon ne sortira. Il faudrait que la jeunesse congolaise prenne conscience et revienne sur la terre pour dire, mais dis donc, la terre qu'on nous a léguée, nous devons la défendre et la libérer. La libérer. Et pour cela, il faut choisir de bons partenaires et non les partenaires historiques menteurs, trompeurs, roubleurs. C'est là le problème. C'est là, Bachir, le problème. Nous sommes en guerre et cette guerre, nous la gagnerons et nous l'avons gagnée déjà. Que Dieu vous bénisse. Merci, Bachir. Merci à vous également, très cher Jean Sakponou, depuis les États-Unis d'Amérique. Nous allons du côté de l'Angleterre. Abou d'Angleterre nous appelle. Bonsoir, cher ami Abou. Bonsoir, notre cher ami Bachir Ladan. Je suis tellement content de vous revoir ce soir. En tout cas, Bachir, comme je l'ai dit, je le confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous vos invités de marque, en particulier le brillantissime Jonathan Badegele, les techniciens et tous les appelants. Une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, vous savez, pour nous, les néo-panafricanistes, le Congo, l'RDC est le pays qui reste gravé dans nos cœurs comme le pays martyr de l'Afrique. Et nous disons que ce pays-là a tellement souffert qu'il est impératif que cette injustice s'arrête. Et c'est pourquoi que nous disons que aujourd'hui, que tous les Congolais doivent s'asseoir et penser à tout ce qu'ils ont traversé, ceux à qui
s'amuser à tout donner sous le sous-sol. Parce que le sous-sol, comme on ne cessera jamais de le dire, est un scandale géologique en matière de ressources minérales. Donc, on se rappelle que les deux premières bombes qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki. L'uranium provenait de la RDC. C'est là-bas que les Américains ont volé cet uranium pour aller construire leurs bombes. Et jusqu'à présent, l'RDC, quand on laisse les citoyens de l'RDC misérables, mais la ressource de l'RDC fait la richesse partout. On a vu dernièrement au Rwanda, le Rwanda s'est développé grâce à la ressource de l'RDC. Donc c'est dire quoi? Que tout ce grand pays de grands hommes nombreux qui sont sur la terre de l'RDC, donc c'est dire maintenant que c'est l'unité seulement qu'il leur faut. C'est l'unité, l'antidote. L'unité, l'antidote pour sauver leur patrie. Et parce qu'ils ont toutes les richesses, mais ils sont tellement divisés. Vous comprenez? Avec des endocollants, comme le président actuel, Tshisekedi, tous ceux-là, ils doivent faire leur bilan sur scène. Depuis qu'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Si ce n'est pas leur amener dans le fond. Hier, ils ont dit que Kabila n'était pas, Joseph Kabila n'était pas congolais, qu'il était rwandais. Mais quand on fait un bilan, quand on fait la comparaison entre la gouvernance de Kabila et la gouvernance de Tshisekedi, mais ils doivent ouvrir les yeux. Ils doivent ouvrir les yeux. Ils doivent penser à leur intérêt. Ils ne doivent pas penser à la tribu ou quoi. Ils doivent se dire que qui a été pour nos intérêts, qui n'a pas été pour nos intérêts, hein, dans ce laps de temps qu'on a remarqué par les faits. Ils doivent juger les faits. Et quand ils jugent les faits, ils doivent savoir que Tshisekedi ne les a pas arrangés. Donc maintenant, il faut se concentrer sur un frère qui est nationaliste et maintenant s'associer, se mettre ensemble pour recouvrer le territoire de la RDC, pour recouvrer leur souveraineté et faire un bon partenariat avec la Russie pour chasser tous ces impérialistes qui sont venus les voler et les martyriser jusqu'à présent. Ils doivent se mettre ensemble. Donc unité, et maintenant chasser tous les voleurs et faire le partenariat avec la Russie et tous ces pays-là comme le Mali, le Burkina, tous ces pays qui sont en train de s'affranchir de la France. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Fama. Merci à M. Abou depuis l'Angleterre. Eh bien, on va rester au téléphone là encore, je crois bien. D'accord, revenons vers Jonathan Batengeli. Alors, Joe, ces trois personnalités que nous avons citées, Fayulu, Mukwege et Matata Ponyo, que peuvent-elles? Qu'est-ce qu'elles peuvent, quel est leur poids politique face à un Tshisekedi ou à un Kabila? Leur poids politique réel, il n'est pas fameux. Quand vous regardez Fayulu, lors de la dernière élection, c'est pas... Mais il a quand même donné du grain à moudre, hein, quand même. La dernière élection, ça n'a pas été facile de partager entre Fayulu et Tshisekedi également. C'est lui qui était deuxième. Oui. Il a revendiqué quand même ça. Il s'est considéré comme le président élu pendant de nombreux mois. C'est-à-dire qu'il a quand même des gens qui croient en sa politique. Bachi, il n'est pas aussi populaire que ça. Dans l'électorat qu'il s'est arrogé, quand vous regardez, c'est un électorat, c'est ses bastions traditionnels. Il a été battu par une posture de Kabila qui visait simplement à renforcer Tshisekedi. Et quand vous regardez véritablement les résultats de l'élection, ce n'est pas comparativement à ce qu'a fait Kabila par le passé, ce n'est pas fameux. Ce n'est pas un homme qui pourrait revendiquer. Quand vous regardez Tshisekedi qui le gagne aux élections, Tshisekedi n'avait pas un poids véritable. Mais c'est avec l'électorat de Kabila que Tshisekedi a gagné Fayulu. Donc c'est dit que ce n'est pas un adversaire aussi redoutable que vous le présentez. Il a certes un poids sur le plan politique.
tout à fait marginal. Puis il est d'une expérience politique actuellement qui pourrait laisser à croire qu'il s'est fait un ensemble de relations pertinentes. Au cours d'une élection, s'il était véritablement aussi populaire, pourquoi lui-même n'a pas été élu député? Pourquoi? Mais il faut quand même rappeler, certainement Luc nous reprendra à ce niveau, il faut rappeler que Martin Fayulu était deuxième, derrière Tshisekedi, deuxième avec 35% de suffrage. Félix Tshisekedi, 38%. Le candidat du parti présidentiel à l'époque, Ramazani Shadari, qui est arrivé, je crois, avec 28%. Quelque chose. C'était le président Kabila n'a pas soutenu son candidat jusqu'à la fin. Donc, il y a eu beaucoup d'actions à la fin qui ont fait. Et puis, ce candidat n'était pas l'homme, il n'avait pas l'aura de Kabila. Si tout le monde sait que si Kabila était le candidat, Kabila aurait eu la majorité absolue des il a respecté la Constitution. Tout à fait, il a respecté la Constitution. Donc, dans le cadre d'une élection où Kabila participe, le véritable poids de Tshisekedi serait dans les maximum 13%. Serait dans les maximum 13%. Selon les chiffres de Jonathan Batengene? Non, je parle là de probabilités qui sont vérifiables. Quand vous regardez ce que Kabila a fait comme chiffre par le passé dans les élections précédentes, c'était toujours il avait la majorité absolue. Mais est-ce qu'on va éluder la foule quand même que drainait l'autre Martin Fayulu à chaque fois qu'il appelait par exemple à des manifestations, que ce soit contre Kabila ou pour revendiquer sa victoire entre guillemets? Il y avait quand même plusieurs milliers de Congolais qui sortaient. C'est pas Fayulu qu'on suivait seulement. Il était membre d'une coalition qui s'appelait la Mouka. Oui. Et dans donc, la il Mouka, était quand même la tête de file. Dans la Mouka, il y avait Bemba. Oui. Il y avait... Mais Bemba n'était pas candidat, il a soutenu la candidature de Fayulu. C'était la Mouka, c'était ça la Mouka. Oui. Donc le poids réel de Fayulu, c'est de ça qu'on parle. Donc la Mouka, il y avait Bemba, il y avait Katumbi. Oui. Et tous ces acteurs. Dit au départ, oui, et Katumbi est gouverneur. Il est gouverneur dans le Katanga. C'est une région qui est aussi peuplée. Donc, ces chiffres-là, il faut les voir comme étant aussi le poids politique de ces autres acteurs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'une alliance entre les trois dont nous évoquions? Ce n'est même plus possible. S'ils sont arrivés quand même à faire une déclaration commune. Ce n'est plus possible. Oui. Ah, vous dites les trois, les nouveaux trois. Oui, tout à fait. Les Mukwege, Matata Ponyo et Fayulu. Il faut encore voir le poids politique de Mukwege. Il ne s'est jamais essayé à une élection. Oui. Pour le moment, il n'a pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il pèse véritablement dans le landerneau politique congolais? On ne sait pas. Mpoyo, on ne sait pas. Est-ce que ces actions sociales, je parle de Mukwege, ces actions sociales ne peuvent pas jouer en sa faveur? Notamment l'électorat féminin, il faut bien dire, il a quand même aidé beaucoup de femmes. C'est pas le prix Nobel. Le prix Nobel n'est pas... Mais ça pourrait influencer, il faut bien dire. Oui, mais le prix Nobel, c'est donner trop de poids à cette affaire de prix Nobel. Vous êtes sûr que les Congolais eux-mêmes comprennent pourquoi on a donné le prix Nobel à ce monsieur? Les Congolais eux-mêmes sont perdus quand ils entendent qu'il est prix Nobel. Donc, c'est pas... Surtout que quand vous causez avec les Congolais, eux-mêmes répètent les mots des médias qui ont dit que Mukwege a le prix Nobel. C'est-à-dire, vous ne trouvez pas un Congolais qui vous dit « Ah non, moi j'avais ma cousine là, c'est Mukwege qui l'a opéré. Ah non, non, c'est pas ça. C'est tout le monde a dit qu'il est... Ils te disent, d'ailleurs, j'ai discuté avec un Congolais, une élite congolaise qui me dit « Le médecin là, nous on ne l'entend pas parler de... » Je dis « Quel médecin ?» Il me dit « Le prix Nobel. » Il dit, mais on dit qu'il a sauvé Il dit que non, nous on nous a dit qu'il se battait pour les femmes. Donc vous voyez que tout le monde répète les mots de ces médias. On lui a créé une légitimité, un peu comme les jeunes leaders de Macron à Montpellier. Donc il leur a dit, vous êtes devenus, on vous a vu, vous allez maintenant conquérir votre légitimité. Mais vous avez déjà le droit de parler. Et c'est ce qu'on a fait à Mukwege. On a fabriqué comme ça une élite. Dans le domaine de la médecine, avec des accointances sociales. On lui confère un certain nombre de réalisations. Ce n'est pas, si vous prenez
s'il allait à une élection avec ce jeune médecin qui guérissait les familles à l'artémisia, moi je ne suis pas sûr que Mukwege s'en sortirait avec 10%. Il perdrait l'élection haut la main. Et pourtant, ce dernier n'est pas un prix Nobel. Donc, il y a une construction du personnage Mukwege qui ne laisse pas augurer un véritable poids politique pour la personne même. Et l'autre, Mpoyo, Premier ministre, vous voyez que c'est laborieux. Je n'ai pas voulu m'étaler sur... Parce que si on laisse même on laisse aux téléspectateurs de se documenter sur M. Mpoyo, c'est des scandales à n'en plus finir qu'ils vont découvrir. Comment doit un tel homme qui lui-même est déjà sur le coup de scandale va être crédible auprès des populations qui savent que ce monsieur est scandaleux? Oui. Et puis vous prenez le dernier, Fayulu, que vous avez présenté. Il était avec ces gens de la Mouka, il s'est gâté avec Atumbi, il s'est gâté avec Bemba. Ils ne se sont pas séparés comme ça, ils se sont gâtés. Chacun avait maintenant son équipe de communication. Fayulu a ces gens qui sont aux États-Unis, avec qui il s'arrange pour désormais polir son image. Ils viennent dans des médias, d'aucuns interviennent même dans des médias panafricanistes. Ils font tout un tapage pour donner une certaine consistance à Fayulu. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils savent désormais que Fayulu est vide politiquement. Bon, maintenant, Fayulu, s'il a fait son marketing auprès des puissances étrangères, c'est simplement parce qu'il a vu le casting qui a porté Tshisekedi au pouvoir. Il regarde que Tshisekedi n'avait pas de poids politique. Tshisekedi n'avait pas de véritable base électorale. Tshisekedi n'a pas milité de la base au sommet. Tshisekedi n'a pas fait tout le travail que lui, il essaie de faire au pays. Tout ce que Tshisekedi a fait, il allait rassurer. Un peu comme on fait aux États-Unis lors des élections, on va rassurer les bailleurs de fonds. Oui. Aux États-Unis, on va rassurer le lobby des Juifs. Ici, ils vont aller rassurer ces bailleurs de fonds extérieurs ou bien ces partenaires extérieurs. En fait, les prédateurs internationaux qui veulent le marché, qui veulent toujours monopoliser la RDC. Donc, c'est pourquoi nous avons insisté sur le fait que c'est un homme qui passe son temps dehors. C'est pour ça qu'il passe par Washington, il va discuter avec les officiels états-uniens pour leur dire, moi je serai le meilleur courtier des matières premières. Celui-là même, il ne sait pas vous les proposer. Je vais tout vous bazarder. Et il va chez les Français et dit, vous, votre problème c'est quoi? Je vais vous bazarder ce que vous recherchez. Vraiment, l'affaire même de Rwanda, là, on va s'entendre. Si eux, ils veulent 50%, moi je leur donne 60%. Ouais, un peu. Donc, il est dans une démarche qui vise simplement à se faire le meilleur larbin sur le Congo. Ce n'est pas une démarche d'un homme politique qui recherche l'électorat. Maintenant, il compte sur l'adoubement international, comme Tshisekedi en a bénéficié, pour s'imposer dans la classe politique congolaise. Pourquoi? Parce qu'il se dit, de toutes les manières, je n'ai pas besoin que Bemba m'aime. Si on m'impose à Bemba, il va m'accepter. Si on m'impose à Katumbi, il va m'accepter. Si on m'impose à Mpoyo, il va m'accepter. Et par on, vous entendez? Donc, si les États-Unis, la France, tous ces prédateurs-là, l'Union européenne, l'imposent comme étant le candidat de la communauté internationale pour, entre guillemets, hein, du moins le candidat de l'Occident pour le Congo. Mais lequel de ces larbins-là va lui tenir tête? C'est ce qu'il a compris. Après la dernière élection, vous avez vu comment il n'en démordait pas. Il n'avait plus qu'une phrase dans la bouche, que c'est lui le président. Oui. Il dit qu'il a gagné les élections. Partout où il passait, il disait qu'il est le président. Même quand les M23 étaient en train de massacrer les Congolais, on lui donne une interview dans les médias mensonges de la France, du Quai d'Orsay. Tout ce qu'il s'arrangeait à faire, ça allait dire là-bas qu'il est le président. Donc c'était devenu son leitmotiv. Pourquoi il tenait ce leitmotiv? Parce qu'il n'avait pas encore digéré la douche froide du choix de Tshisekedi par ces puissances-là. Maintenant, il se dit, lui-même sera le Tshisekedi de 2023. Luc Michel, alors, je voudrais avec vous également évoquer cette question, le poids politique de ces trois hommes qui se mettent aujourd'hui ensemble, Martin Fayulu, Denis Mukwege et Matata Ponyo. Que pèse-t-il face à un Kabila ou à un Tshisekedi? Écoutez, Katumbi est populaire au Katanga puisqu'il était le gouverneur du Katanga. Et les autres sont capables
de mobiliser un petit électorat. Mais vous savez que les 8 ou 10% qui vont prendre, c'est ceux-là qui vont empêcher Kabila de revenir aux affaires. Le prochain président choisi par les Américains, ce sera un président minoritaire, élu avec 30 ou 40% des voix, et pas du tout un majoritaire. Il ne faut pas négliger tous ces jeux électoraux. Vous savez que la politique américaine, depuis le président Kennedy au début des années 60, elle est dirigée par des spécialistes des élections qu'on appelle les spin doctors, les docteurs du cerveau. Ce sont des gens qui manipulent l'électorat et qui divisent l'électorat en segments. Par exemple, Donald Trump, il a gagné l'élection présidentielle en 2016 que dans 5 États qui lui ont donné la majorité, évidemment, des députés pour être élu président, puisque ce n'est pas une élection directe. Au Congo, c'est la même chose. Le système congolais, c'est un mélange du système américain et de ce que le système belge a de pire, c'est-à-dire une fausse proportionnelle, etc. Le système belge, il permet à des partis minoritaires d'avoir des élus. Un homme très controversé, par exemple, comme le député Laurent Louis, par exemple, il n'avait gagné aucune élection. Il avait été élu par des mécanismes d'apparentement à Bruxelles, alors qu'il avait gagné nullement l'élection dans cette circonscription. C'est la même chose au Congo. Il ne faut donc pas regarder ces gens avec mépris, mais les regarder pour ceux qui sont, comme aux échecs, des pions utiles de l'impérialisme américain. Vous savez qu'en échec, on gagne non pas avec son roi, sa reine ou son cavalier, mais on gagne en sacrifiant des pions. Que peut Kabila, puisqu'il y a visiblement une volonté, que ce soit par ses opposants à l'intérieur ou même ceux qui sont censés faire les rois, je pense aux États-Unis et à tous ces autres pays qui tirent quand même profit de la politique congolaise. Que peut Kabila? Kabila doit faire la même chose, il doit jouer évidemment comme les Américains sur l'électorat. Il doit favoriser tout d'abord les adversaires de Tshisekedi parce qu'il faut affaiblir celui-là. Il n'est pas question que cet incapable redevienne président. Et secondement, évidemment, il a commencé à le faire puisqu'il s'est officiellement réconcilié avec Katumbi. Ils se sont rencontrés, ils se sont embrassés, etc. Mais évidemment, il a besoin aussi de son côté de pions, c'est-à-dire de candidats secondaires qui vont servir la candidature principale du PPRD. Très bien. Jonathan Batengeni, Kabila, quelle réponse pourrait-il apporter face à tous ceux qui se mettent aujourd'hui ensemble? Alors, visiblement, il y a une sorte de division au sein de ces pro-occidentaux, avec les trois qui se mettent aujourd'hui contre Félix Tshisekedi, mais comme vous l'avez dit, et Luc l'a également martelé, c'est une stratégie, certainement, face à Joseph Kabila. Que peut-il? Ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, ça c'est déjà d'abord une certitude. L'un des éléments, oui, Kabila pourrait adopter la stratégie de la division. À ce niveau, il faudrait encore avoir les moyens de les diviser. Parce que y a d'autres réalités. Est-ce que l'atout Katumbi pourrait servir, puisque Luc évoquait d'ailleurs la réconciliation qui est en cours. Les transactions politiques et les marchandages politiques ont leur réalité. Dans l'espace états-unien, c'est assorti de récompenses directes ou indirectes. Les récompenses directes peuvent être politiques, les récompenses indirectes peuvent être pécuniaires. Et dans le cadre du jeu politique au Congo, vous avez des acteurs qui bénéficient à la fois des récompenses directes et indirectes, par exemple Katumbi, et qui sont très liés au système global. Donc, qui préfèrent jouer la carte personnelle dans le jeu politique. Ce genre d'acteur peut prendre une option individuelle. Effectivement, c'est bien parce que Luc l'a précisé, c'est Katumbi qui était très populaire. Et Bemba aussi, ils étaient un peu populaires. Et c'est ça qui avait donné à la Mouka cette force-là. Parce que Fayoulou lui-même, c'est pas grand-chose.
Maintenant, si vous rentrez dans cette lecture-là, vous devez tenir compte que Kabila n'a pas les mêmes moyens qu'en face. N'a pas les mêmes moyens qu'en face. Mais maintenant, il doit jouer aussi sur un autre paramètre. Au lieu que de miser essentiellement sur les questions de division, c'est-à-dire de la stratégie du diviser pour régner, il devrait miser sur les dynamiques populaires. Et les dynamiques populaires dans le contexte actuel seraient davantage une option favorable. C'est-à-dire susciter au sein de la RDC des manifestations populaires qui réclamant son retour, mettent d'abord, qui remettent en question l'establishment, le régime en place, et réclament son retour. Et faire tout pour que cette dynamique se prolonge dans le temps. S'il maintient cette dynamique dans le temps, ça va jouer en sa faveur sur deux plans. D'abord, ses adversaires, les personnes qui souhaiteraient se lancer dans la campagne, mais qui n'ont pas de véritable pilier, pourraient devenir des satellites. C'est-à-dire, vous avez des petits candidats, comme Luc disait, vous avez des petits candidats qui deviennent des satellites parce qu'ils sont cooptés directement dans la campagne, parce qu'ils voient eux-mêmes le vent de popularité, ils sont cooptés dans la campagne, et soulever ces leaders locaux au point d'en faire de véritables challengers qui menacent, dont les récompenses directes ou indirectes des leaders actuels politiques. Parce qu'en créant des leaders qui vont les challenger sur leur territoire, ou bien en trouvant des leaders qui vont les challenger sur leur territoire, et là, ce serait une stratégie qui va réussir à les dissuader. Ces derniers seront obligés d'une chose. Ils seront obligés soit de composer avec Kabila, soit de se laisser entraîner vers l'inconnu, et donc au risque de voir Kabila remporter et eux un jour balayés, ou bien aux prochaines élections balayés par le nouveau protégé de Kabila. Donc il faut vraiment rentrer dans le rapport de force. Il ne faut pas fuir ce rapport de force. Parce que si Kabila mise sur la stratégie la même que les États-Unis, dans la disponibilité des moyens, dans la disponibilité des ressources, lui, il sera limité. Tandis que de l'autre côté, ils ont d'immenses ressources. Quand je dis d'immenses ressources, je ne parle pas des fonds qui vont pêcher seulement aux États-Unis. Parce qu'ils ils peuvent injecter de l'argent frais dans la campagne. Mais bien plus, ils ont la capacité de rémunérer dans les circuits parallèles, les circuits de rémunération occulte. Mais Luc disait que Kabila devrait jouer également au jeu de Washington s'il voulait revenir. Non, il n'a pas besoin de jouer au jeu de Washington. Washington, ce n'est pas Dieu. Il faut qu'on arrête de déifier les États-Unis. Pour l'heure, ils ont quand même toutes les cartes en main. Les États-Unis peuvent perdre une élection dans un pays. On sait bien que si aujourd'hui Tshisekedi est là, je m'en tiens à vos différentes analyses, certainement c'est parce qu'ils ont aussi quelque part pesé de leur poids pour que M. Kabila soutienne la candidature de Tshisekedi. Plusieurs exemples existent où les États-Unis, leur candidat a perdu au pouvoir. C'est pas la première fois. Ils se font battre, les candidats des États-Unis. Mais en ce moment, tous les candidats déclarés sont très, très états-uniens. C'est le moment pour Kabila de créer une dynamique populaire forte. Il faut ouvrir le rapport de force. Il faut devenir pertinent sur le terrain. Ce n'est pas le temps d'être seulement très calme. Il faut créer le rapport de force. Il faut que les acteurs qui sont autour de sa dynamique suscite des mouvements populaires de contestation de l'ordre établi au niveau de la RDC. Ces vagues de contestation seront la meilleure manière de bousculer toute la géopolitique états-unienne sur le territoire. Parce que dès lors que les soutiens des États-Unis sur le territoire vont sentir que le vent populaire a changé, ils vont commencer à chercher des portes de sortie honorables. Et donc, chacun, en voulant trouver une porte de sortie, sera obligé de s'agripper au navire Kabila. Il faut devenir la solution. Donc, la stratégie, elle sera populaire. Tout à fait. En tout cas, son parti, c'est bien sûr le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Luc Michel, un dernier mot et on referme cette édition. Ne nous faisons pas d'illusions. Les élections, c'est une gigantesque manipulation, sans parler de fraude.
Les Américains, à la fin des années Reagan en 1980, ils ont créé des organismes spécialisés qu'on appelle les vitrines légales de la CIA. Ce sont des organismes financés sur le budget du gouvernement américain et dirigés par des commissions mixtes bipartisanes du Congrès du Sénat des États-Unis. Il y a la NED qui est spécialisée dans l'organisation de fausses oppositions et la NDI dans la manipulation des élections. Mais depuis une dizaine d'années, les Russes aussi sont intervenus dans ce domaine. On parle beaucoup d'ingérence russe. Ce n'est pas comme on l'entend le trucage des élections par les Russes, comme le disent les Occidentaux, mais l'utilisation des mêmes moyens que les Américains. Les Russes, évidemment, ils sont intervenus dans de nombreuses élections d'Afrique et ils ne laisseront pas l'élection cette année au Congo, en 2023. Ils ne laisseront pas l'élection confisquée par les Américains. Tout va dépendre quelle va être l'influence des Russes en faveur de Kabila. Un dernier message de l'UNESMAR, Julio Sepp. Il n'y aura jamais de paix en RDC sans une frontière haute de 2 mètres entre le Rwanda et l'Ouganda. En tout cas, ils étaient nombreux à nous suivre aujourd'hui, tout comme Boubacar Silla. Donc, merci à vous, messieurs. Merci, Jonathan Batengene, Luc Michel et tous ceux qui nous ont appelés, ces nombreux autres internautes qui nous ont écrit. Merci en tout cas pour la fidélité en cette chaîne qui monte et qui monte. C'était le point sur l'actualité sur les antennes de Foyo Média Africa.